Voilà les différents ingrédients dont on va avoir besoin pour faire notre eau de vie de pain. Donc pain PAIN, hein, bien sûr. On va utiliser du sucre, de la farine de seigle, de la levure de bière et bien évidemment du pain sec, notre ingrédient principal. On va également voir les ustensiles nécessaires, en l'occurrence un fût de 30 litres. On prendra soin d'équiper son couvercle avec un barboteur, qui est le petit outil qu'on voit là, et on va bien étanchéifier autour, puisque là il était fourni sans joint. La première étape consiste tout simplement à casser le pain en morceaux. Alors on va faire attention à faire des morceaux relativement petits. On va pas le réduire en poudre non plus, mais on va faire plutôt des petits morceaux, histoire d'en rentrer un maximum quand même à l'intérieur de notre fût. Là, le pain qui est utilisé, c'est vraiment du pain de récupération, en passant dans les différentes boulangeries et en leur demandant s'ils ont du pain sec des jours précédents, du pain sec ou pas d'ailleurs, ce qui n'aura aucun impact sur le résultat final. Ce qui va avoir différents intérêts. Le premier, bien sûr, c'est l'intérêt économique, mais c'est aussi le fait qu'on va avoir une grande variété dans les pains utilisés. Et ça, c'est une chose qui va avoir un réel intérêt sur notre résultat final. C'est-à-dire que si on a un maximum de pains différents, avec une grande variété de farines, avec beaucoup de pain de campagne et tout ça, ça va être beaucoup plus intéressant que d'utiliser uniquement du pain blanc. Surtout si c'est du pain bas de gamme à acheter en supermarché. J'avais fait le test une fois et le résultat avait vraiment pas été concluant. Plus on va utiliser comme ça des pains de campagne et des farines complètes, meilleur sera notre alcool final. Une fois qu'on a à peu près fini de remplir le fût avec tout notre pain, là on voit qu'il est pas mal blindé, il y en a même limite un peu trop, parce que le risque après c'est que quand ça gonfle, que ça vienne boucher le barboteur. Ensuite on peut passer à l'étape suivante et remplir entièrement notre fût avec de l'eau. Là je mets de l'eau très légèrement tiède, ce qui va permettre après à la levure de s'activer plus facilement. On termine de remplir notre fût et tout le pain va venir s'imbiber entièrement d'eau. On peut ensuite rajouter notre farine de seigle qui va permettre en fait d'enrichir le mélange. Là, pour un fût de 30 litres, 1 kg est suffisant. C'est d'ailleurs pas indispensable. On pourrait faire tout ça uniquement avec du pain. On rajoute du sucre, ce qui va avoir pour but d'augmenter la quantité d'alcool. On pourrait très bien faire sans, mais dans ce cas-là, les levures transformeraient uniquement le sucre déjà contenu dans l'amidon pour faire l'alcool, ce qui ferait à peu près pour un fût de 30 litres, pour avoir testé, environ un demi-litre d'alcool, contre à peu près 1,5 litre quand on rajoute 5 kg de sucre. Et je parle là pour faire une eau de vie à environ 65% de degré d'alcool. Reste plus qu'à ajouter à notre mélange la levure de bière, qui va donc permettre la fermentation pour transformer les sucres en alcool. Là, c'est légèrement trop plein, il est préférable de remplir le seau à peu près aux 3/4 parce que ça va pas mal gonfler ensuite avec la fermentation et tous les gaz. Et si le barboteur se bouche, alors le seau va se mettre à gonfler complètement. Ensuite, je le mets en plein soleil pour lui permettre de chauffer, la température idéale étant entre 20 et 25 degrés. On met ensuite l'eau à l'intérieur du barboteur pour qu'il puisse jouer son rôle. Et je m'en étais pas rendu compte avant, mais en fait, le barboteur, là, il est fêlé. Probablement qu'un peu d'eau a dû geler à l'intérieur et faire éclater le plastique. Comme on constate que le barboteur ne peut plus du tout jouer son rôle, le soir, après avoir rentré le fût pour qu'il soit le plus au chaud possible, on décide de changer le barboteur en utilisant un bout de tuyau en plastique qu'on avait, coup de bol. Et surtout, ce qui est pas mal, c'est que il s'élargit tout en bas, ce qui fait qu'on va être obligé de le rentrer en force. Ça va permettre de jointer complètement. Donc on n'aura pas besoin de rajouter de silicone ou de faire quelques joints que ce soit. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut vraiment le mettre le plus haut possible à l'intérieur du couvercle, ce qui fait que quand le gaz va venir faire gonfler notre pain,
eh ben, on a moins de chances de boucher notre barboteur. Le procédé marche tout aussi bien, hein. Il suffit de plonger le tuyau à l'intérieur d'un verre d'eau, ce qui fait que le gaz pourra s'échapper, mais l'air, lui, ne pourra pas rentrer à l'intérieur du fût. Dès le lendemain, en mettant le fût au soleil, on voit qu'on a les premières petites bulles qui apparaissent. Ce qui est tout à fait bon signe, puisque ça montre que la réaction a bien lieu. Ensuite, on va voir que ces bulles vont devenir de plus en plus fréquentes, puisqu'au début, c'est environ toutes les 30 secondes qu'on voit quelques bulles apparaître, et puis ensuite, toutes les 15 secondes, toutes les 5 secondes, jusqu'au moment où, en fait, c'est quasiment continu. Ça prend quelques jours pour en arriver là, et ensuite, une fois que c'est en continu, ça réduit jusqu'au moment où ça bulle plus du tout. À ce moment-là, on peut attendre encore un peu, éventuellement remuer notre fût, et si vraiment il n'y a plus de réaction, alors c'est probablement que c'est le bon moment pour distiller notre alcool. Ça prend entre 5 et 10 jours. En l'occurrence, là, ça a pris 5 jours. On voit là la mise en place de l'alambic. Généralement, on s'installe à l'extérieur, mais là, comme il y avait vraiment beaucoup de vent, on a été obligé de se mettre à l'intérieur. C'est un alambic fabriqué avec une cocotte minute. Là, j'installe au fond un papier à cuisson et je rajoute l'espèce de passoire qu'on a dans les cocottes. Le but, ça va être d'éviter que le pain ne colle trop au fond de notre gamelle. On verra d'ailleurs plus tard que même avec ça, ce ne sera pas suffisant. Là, on voit notre couvercle de cocotte transformé avec l'élément qui est vraiment important, à savoir le thermomètre. Si on suit notre installation complète, ça fait la bouteille de gaz avec le réchaud, le contenant et pour finir, le refroidisseur avec son serpentin et le robinet à l'intérieur pour permettre de refroidir en permanence. On peut maintenant ouvrir notre fût et commencer le travail. Le pain va avoir eu tendance à monter. La partie la plus solide se trouve vraiment sur la partie supérieure du fût et en dessous, c'est beaucoup plus liquide. On va remplir notre cocotte, il faut la remplir à peu près à moitié pour éviter que quand la cocotte monte en pression, il y ait du pain qui passe à l'intérieur du tuyau. Ce tuyau justement qu'on va bien fixer au niveau de la soupape de la cocotte minute en prenant soin de le serrer correctement dessus parce que sinon en fait avec la chaleur le tuyau va se dilater et il sera plus parfaitement étanche. Par conséquent, de la vapeur risque de s'échapper par là. Une fois le tuyau solidement fixé, eh ben, on peut maintenant commencer à faire chauffer notre alambic. Quand c'est à même le feu comme ça, la température va monter très rapidement à l'intérieur de la cocotte. Et dès que l'aiguille atteint le verre, soit approximativement 80 degrés, eh bien le gaz qui s'est échappé par le tuyau refroidit en passant au travers du serpentin et repasse à l'état liquide. Et ce gaz, c'est l'alcool puisqu'il s'évapore à une plus basse température que l'eau, puisqu'il faudrait atteindre les 100 degrés pour que ce soit de l'eau qui arrive là à l'intérieur de notre verre. Et pour être précis, les premières gouttes là qui arrivent, c'est du méthanol. C'est donc pas encore de l'alcool qu'on va pouvoir consommer, c'est ce qu'on appelle la tête. C'est important à identifier parce que le méthanol, c'est carrément toxique. On entend souvent qu'il faut jeter les 100 premiers millilitres correspondant à la tête, mais en fait le plus précis ça va être de goûter juste en trempant les lèvres et vous allez voir qu'on s'aperçoit tout de suite quand on est sur du méthanol ou sur de l'alcool qu'on peut consommer. En réalité, là ça n'a pas beaucoup d'importance puisqu'on n'en est qu'au premier passage et qu'ensuite on redistillera tout une nouvelle fois pour faire monter notre degré d'alcool. Mais même si au premier passage, ça n'a pas d'importance de tout mélanger, je vous conseille quand même de vous entraîner à goûter pour bien reconnaître le moment où on passe du méthanol à l'alcool consommable. Jusqu'au moment où la température a tellement monté qu'en fait il y a l'eau aussi qui commence à s'évaporer. On est là sur la queue comme on était sur la tête et là on peut arrêter complètement de distiller puisque notre première fournée qui logeait dans la cocotte est finie. On peut donc aller vider la cocotte au compost. Et là, ben, si ça sent le cramer,
a priori, c'est qu'on va galérer pour nettoyer tout ça. Le goût de l'alcool va être très bon, mais par contre, ça se paye. Et on comprend là l'intérêt d'avoir mis du papier à cuisson. Malgré ça, c'est à chaque fois un énorme taf de nettoyage entre chaque fournée. Du coup, maintenant, il y a quelques petites techniques, mais rien de miraculeux non plus. C'est-à-dire qu'on va surtout utiliser la paille de fer, de la cendre, qui récure quand même pas mal. Et enfin, pour faire presque comme un effet de papier de verre, on utilise du sable. Une fois qu'on est arrivé au bout du nettoyage, on n'a plus qu'à réitérer le processus pour la deuxième fournée. Allez, on fait chauffer et ça chauffe très vite, ça monte très vite en température. Le méthanol arrive rapidement et on peut même dire que ça chauffe trop vite puisque on voit que le gaz n'a pas complètement le temps de repasser à l'état liquide, ce qui crée cette évaporation là, cette espèce de fumée. La seule solution dans ce cas-là, c'est évidemment de baisser la température pour que ça puisse repasser à l'état liquide. Une fois que la deuxième fournée est terminée, eh ben on sait ce qu'il nous reste à faire et surtout la partie pas drôle qui nous reste à faire. Là vraiment ça a encore plus cramé que la première fois et c'était tellement long à nettoyer que pour cette troisième fournée on décide de mettre en place une autre méthode. Donc cette méthode, on n'a rien inventé, hein, c'est tout simplement le bain-marie. Après avoir retiré les poignées de la cocotte, on la met simplement dans une gamelle plus grande remplie d'eau. En l'occurrence, là ce qu'on fait, c'est que c'est une cocotte de 8 litres qui est à l'intérieur d'une cocotte de 10 litres. L'avantage, c'est que la cocotte de 10 litres, elle permet l'utilisation des plaques à induction, donc on n'a plus besoin du réchaud. Par contre, il faut faire attention à ce qu'il y ait toujours suffisamment d'eau dans la cocotte, sans en mettre trop non plus, sinon ça déborde. Au stade où on en est, c'est intéressant déjà de mesurer la quantité d'alcool après un premier passage, pour savoir à peu près où est-ce qu'on se situe. Pour ça, on va simplement utiliser un pèse-alcool qui nous permet de voir que là, après un premier passage, on est déjà à 50 degrés. Ce qui est plutôt pas mal, hein, parce que souvent, après un premier passage, on est plutôt autour de 30 ou 40 degrés. Là déjà, on peut imaginer que deux passages vont suffire pour obtenir nos 65 degrés, alors que si on était autour de 30, il faudrait probablement trois passages. Donc le passer trois fois dans l'alambic. On arrive enfin à peu près à la fin de notre fût. Il aura quand même fallu vraiment 2 jours de distillation, quasiment toute la journée, avant de passer les 30 litres en entier. Donc on voit que ça prend vraiment du temps. Et 2 jours, c'est le temps qu'on passe à peu près à chaque fois qu'on fait une fournée comme ça, avec le fût de 30 litres. Toujours le même procédé. L'idée, c'est d'avoir plusieurs verres pour pouvoir goûter de façon très régulière et sentir dès qu'on passe de la tête au cœur de chauffe et après du cœur de chauffe à la queue pour voir vraiment toujours où on en est. Alors, arrivé au moment de la vaisselle, on va pouvoir vérifier si la technique du bain-marie a été la bonne solution. Et là, on voit qu'en fait, la gamelle est vraiment nickel. Il n'y a pas besoin de frotter, il n'y a pas besoin de passer 1 heure à gratter. Donc, vraiment, ça vaut le coup. Évidemment, on évite toutes les pertes, donc on va bien jusqu'à la fin du fût. Voilà, on remue bien à l'intérieur tout ce qui colle un peu au fond parce que on va pouvoir distiller l'intégralité du contenu. L'inconvénient du bain-marie par rapport à quand on fait chauffer directement, c'est que c'est beaucoup plus lent. Ça prend plus de temps. Pendant que l'alambic monte en température, et ben, ça nous libère pour faire autre chose, du nettoyage par exemple. On voit maintenant le résultat de notre premier passage avec le méthanol et l'éthanol mélangés. On voit que c'est pas tout à fait pur, mais ça n'a aucune importance pour un premier passage. Et après avoir filtré à travers un filtre à café pour les impuretés, eh ben on va maintenant pouvoir faire notre deuxième passage. Là, tout rentre dans la cocotte, hein, ça fait à peu près la moitié de la cocotte.
On pourra faire notre second passage en une seule fois. Évidemment, inutile d'utiliser la technique du bain-marie puisque tout est liquide, il n'y a aucun risque que quelque chose colle au fond de notre gamelle. Alors là, on voit que ça coule très vite, ça coule en continu, ça va vraiment rapidement, hein, le deuxième passage. Donc c'est important de tester régulièrement pour bien séparer les têtes et surtout pas les mélanger avec l'alcool que cette fois on va consommer. Au deuxième passage, le méthanol est vraiment extrêmement fort, hein, on le sent, on voit vraiment quand on est dans le méthanol et à quel moment on arrive vraiment à l'alcool. Donc l'idée c'est pour pas perdre d'alcool de vraiment goûter régulièrement et même comme l'alcool est extrêmement fort, là on voit je me rince la bouche régulièrement avec de l'eau parce qu'au bout d'un moment sinon c'est un petit peu difficile de savoir où on en est. Dès que les têtes sont éliminées, on peut commencer à remplir nos bouteilles cette fois avec notre eau de vie définitive, enfin en fonction du degré d'alcool, mais ça on mesurera à la fin. Il ne faut pas hésiter à aérer la pièce parce que quand on fait ça en intérieur, eh ben, on respire quand même des vapeurs d'alcool toute la journée. On peut aussi voir que régulièrement je teste la température de l'eau et ça c'est pour être sûr d'avoir toujours un bon refroidissement. Évidemment, je continue à goûter l'alcool très régulièrement pour être sûr qu'on est toujours dans le cœur de chauffe et pour bien séparer dès que la queue commence à arriver. Voilà déjà la première bouteille de rempli. Et là, on voit que c'est vraiment cristallin, quoi. C'est-à-dire que on voit qu'il n'y a aucune impureté et c'est clair comme de l'eau. D'où l'importance de bien étiqueter nos bouteilles après quand même. Alors ça peut paraître un peu bizarre comme ça de faire de l'eau de vie avec du pain sec. C'est quand même très différent des fruits par exemple. Et pourtant, quand on goûte, on est assez surpris. C'est vraiment, à mon goût en tout cas, c'est vraiment une eau de vie qui est excellente. Il y a un goût de pain qui est vraiment prononcé, qu'on reconnaît bien, et on retrouve même un goût un petit peu toasté, un peu pain grillé. On se retrouve donc maintenant avec une deuxième bouteille de fête, plus la bouteille de méthanol, évidemment, celle-ci. Donc ça, on va pas la garder pour la consommer en tout cas. On pourra toujours l'utiliser pour faire des produits non destinés à la consommation, comme du gel hydroalcoolique. Comme le dernier test montrait qu'on en était à la queue, bah, j'ai coupé le gaz et maintenant on mélange tout l'alcool puisque celui qui arrive au début est beaucoup plus fort que celui qui arrive ensuite. Donc c'est histoire d'avoir un mélange homogène et on va pouvoir mesurer précisément à quel degré est notre alcool. Et comme on a exactement 65 degrés et que c'est ce qu'on visait, on n'aura même pas besoin de rediluer avec de l'eau distillée. Nos bouteilles sont remplies, le travail est maintenant terminé. Voilà pour cette petite présentation concernant la fabrication d'eau de vie de pain. Bien sûr, c'est une fabrication amateur hein, qui s'adresse aux amateurs. Il n'y a pas grand-chose de maîtrisé dans le processus, ce qui fait qu'on peut avoir des résultats assez différents d'une fois à l'autre. Cela dit, c'est quand même assez rare d'être déçu. Évidemment, je rentre pas sur toute la partie légale ou pas la distillation. J'estime que c'est à chacun de se renseigner et de prendre ses responsabilités. Il y a quand même pas mal d'avantages à cette petite production. D'abord, c'est assez sympa à faire, ça évite le gaspillage, ça permet de réutiliser le pain sec et surtout, ça fait une eau de vie qui est vraiment délicieuse pour les amateurs d'eau de vie. Voilà, on peut maîtriser la quantité d'alcool aussi. Donc je trouve que c'est vraiment une façon très intéressante de se mettre à la distillation et d'utiliser le pain sec. Bonne continuation, bonne distillation.